Le 24 décembre 2025 à Agadir, le stade n'est pas encore cette arène en fusion que l'on associe instinctivement à la Coupe d'Afrique. Il y a du monde, de l'attente, mais surtout une retenue étrange, presque pesante. Comme si chacun savait que ce Cameroun-Gabon n'allait pas offrir un choc spectaculaire, mais plutôt une confirmation silencieuse, une hiérarchie supposée, un match de groupe où chaque point pèse lourd, très lourd. Sur le papier, Cameroun part favori face au Gabon. Sur le terrain, le score final dira 1-0, un chiffre maigre, presque trompeur, car ce match ne s'est jamais vraiment joué dans le score. Il s'est joué ailleurs, dans le contrôle de l'espace, dans l'étouffement progressif, dans une domination si calme, si méthodique, que l'œil pressé peut la confondre avec de la banalité. La vraie question n'est pas pourquoi le Cameroun a gagné. La question est bien plus dérangeante. Comment peut-on dominer un match sans jamais donner l'impression de forcer, sans accélérer brutalement, sans écraser l'adversaire tout en lui laissant juste assez d'air pour croire qu'il existe encore? Dès les premières minutes, dès corps est posé, le Cameroun ne cherche pas la vitesse, il cherche l'axe. Il ne cherche pas la profondeur immédiate, mais la fixation. Le ballon circule latéralement, parfois lentement, parfois presque trop propre. Pour le spectateur non averti, cela ressemble à de la prudence. Pour l'adversaire, c'est un piège. Chaque passe est une invitation à sortir. Chaque sortie gabonaise crée une micro-fissure dans le bloc. Une fissure que le Cameroun observe, patiente, sans jamais se précipiter. Le Gabon, lui, arrive avec une idée claire, presque courageuse. Ne pas subir trop bas, ne pas s'enfermer, exister dans le match. Mais exister face au Cameroun, ce n'est pas seulement toucher le ballon, c'est survivre mentalement à cette sensation permanente d'être en retard d'un demi-temps, toujours à glisser dans un couloir déjà refermé, toujours à courir dans une direction que l'adversaire a choisie pour vous. Le but camerounais arrive tôt, trop tôt pour être un accident. L'action paraît banale, récupération haute, circulation rapide, projection mesurée. Mais la différence n'est pas dans la frappe finale. Elle est dans ce qui précède. Le Cameroun attire le pressing gabonais sur un côté, compresse l'espace, puis renverse dans un silence presque clinique. Le défenseur arrive en retard, non pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il a été manipulé. À partir de là, le match bascule dans une zone grise, une zone que le Cameroun maîtrise historiquement mieux que beaucoup d'équipes africaines, celle de la gestion invisible. Le ballon n'est plus une arme, il devient sédatif, le tempo est cassé, relancé puis recassé. Le Gabon a bien quelques séquences de possession, mais ce sont des possessions sous surveillance. Des possessions sans profondeur réelle. Des séquences qui fatiguent davantage celui qui les construit que celui qui les subit. La perception populaire dira que le Cameroun n'a pas été flamboyant, et c'est vrai, mais c'est précisément là que se niche la supériorité. Le Cameroun n'a pas cherché à séduire, il a cherché à neutraliser. Les lignes sont compactes sans être basses. Les intervalles sont contrôlés. On ne presse pas toujours pour récupérer. On presse pour orienter, pour pousser le porteur vers une zone morte, un couloir sans issue, un mur invisible. Et il y a un moment clé, souvent oublié, au cœur de la première période. Une séquence de près de 2 minutes où le Cameroun fait circuler le ballon sans chercher à progresser, pas pour conserver, pour observer, pour lire. On a presque l'impression de voir des joueurs scanner le terrain comme des architectes mesurant la résistance d'un mur avant d'y poser une charge. Le Gabon court, le public s'impatiente. Mais le plan, lui, continue de se déployer. Ce match pose déjà un message fort dans ce groupe et dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Cameroun n'est pas là pour brûler de l'énergie inutilement. Il est là pour imposer un rythme mental, pour faire jouer l'adversaire dans un match qui n'est jamais le sien. Dans la suite, on va voir comment cette domination silencieuse s'installe sur la durée, comment elle use, comment elle piège et pourquoi ce type de victoire sans éclat apparent est souvent le signe le plus inquiétant dans un tournoi long et imprévisible. La deuxième période ne change pas la nature du match, elle la confirme. Le Gabon revient avec plus d'intensité, plus de volonté, presque avec une urgence visible dans les courses et les premières touches. Mais cette montée en régime se heurte immédiatement à quelque chose de plus solide qu'un simple bloc défensif. Elle se heurte à une structure, une organisation camerounaise qui absorbe la poussée comme un amortisseur sans jamais rompre. Les duels sont gagnés non pas par la force brute, mais par l'anticipation. Les seconds ballons retombent presque toujours dans les mêmes pieds, non par hasard, mais par placement. On le voit dans ces situations anodines, ces ballons qui traînent après un duel aérien ou une frappe contrée. Là où le Gabon arrive avec un temps de retard, le Cameroun est déjà positionné. Pas en réaction, mais en prévention.
C'est ici qu'une autre bataille commence, plus discrète encore, celle de la lucidité. Le Gabon commence à précipiter ses choix. Une passe tentée trop tôt, un centre forcé sans solution dans la surface. Un tir sans angle, plus libérateur que dangereux. Ce sont des signaux clairs, des signes de frustration. À l'inverse, le Cameroun ralentit encore, comme s'il cherchait à allonger le temps, à étirer le match, à rendre chaque minute plus lourde pour celui qui court après le score. Il n'y a pas de siège spectaculaire, pas de plus d'occasion nette, et pourtant le danger ne disparaît jamais. Il est diffus, permanent, le Cameroun n'a pas besoin d'attaquer à 5 pour menacer. Il suffit d'un décalage, d'une transition propre, d'un ballon glissé entre deux lignes trop étirées. C'est un peu comme une équipe qui défend en avançant, même quand elle semble reculer. C'est là que beaucoup se trompent dans la lecture de ce genre de match. Ils confondent domination et exhibition. Ils attendent des accélérations, des frappes lointaines, des gestes spectaculaires. Mais le football de haut niveau, surtout en compétition africaine, se gagne souvent ailleurs. Il se gagne par la capacité à imposer son rythme mental à l'adversaire, à lui faire jouer un match qui n'est pas le sien, à transformer chaque initiative adverse en effort stérile. Le Gabon n'a pas démérité, mais il a joué un match qui ne lui appartenait jamais vraiment. Un match dessiné par l'adversaire, découpé, verrouillé, respiré à son rythme. Et c'est peut être là la forme la plus cruelle de domination. Celle qui ne laisse aucune image spectaculaire à retenir, mais qui vous donne, en quittant le terrain, cette sensation étrange d'avoir été enfermé dans un étau dont vous n'avez jamais vu les mâchoires. Pour comprendre à quel point cette gestion est active et non passive, il faut observer les détails. Une touche jouée lentement, une relance retardée de quelques secondes, un ballon protégé près du poteau de corner sans chercher à centrer. Chaque micro-décision participe à une stratégie globale, une stratégie de suffocation douce. On ne coupe pas le souffle d'un coup, on le rend irrégulier. On empêche l'adversaire de trouver un rythme respiratoire stable. Ce type de victoire agit aussi comme un filtre interne. Elle révèle les joueurs capables de supporter ce genre de rencontre. Ceux qui acceptent de toucher moins de ballons, de courir sans briller, de rester concentrés quand le stade se tait. Ces profils deviennent précieux au fil du tournoi. Ils constituent l'ossature invisible des équipes qui vont loin. Ils racontent aussi quelque chose de plus large sur l'évolution du football africain. Longtemps, certaines équipes ont été réduites à des clichés de puissance et de duel. Cette identité existe encore, mais elle est désormais intégrée dans une structure plus large. Une structure où l'intelligence situationnelle a pris autant de place que l'impact. Où l'on sait quand presser, mais surtout quand ne pas presser. Quand accepter de subir 10 secondes pour mieux contrôler les 10 minutes suivantes. Le Gabon, lui, est tombé dans une illusion dangereuse, celle de croire que le match restait toujours à portée. Le score serré entretenait l'espoir. Mais cet espoir était un faux allié. Il empêchait une prise de risque radicale. Il maintenait l'équipe dans une zone intermédiaire, ni totalement prudente, ni totalement audacieuse. Et c'est précisément dans cette zone que le Cameroun excelle pour étouffer. À mesure que la fin approche, le dilemme devient évident. Faut-il envoyer plus de joueurs et s'exposer ou continuer à construire au risque de voir le temps s'échapper? Chaque option semble mauvaise et quand une équipe commence à douter de ses propres décisions, le match est déjà perdu. Le Cameroun, lui, n'a plus qu'à gérer le sablier, laisser couler les secondes, occuper intelligemment les couloirs, gagner des fautes anodines, faire respirer le match quand il le faut. Cette sérénité n'est pas une posture. C'est une arme psychologique. Elle envoie un message subliminal. Même quand vous attaquez, nous sommes prêts. Dans la suite, on va voir pourquoi ce genre de victoire, sans éclat mais sans trembler, construit quelque chose de bien plus profond qu'un simple résultat. Comment elle façonne la perception des adversaires, renforce une conviction interne et pourquoi elle peut devenir l'un des signes les plus inquiétants dans un tournoi long et imprévisible. Ce type de match laisse toujours une trace particulière. Pas une trace médiatique, pas une image qui tourne en boucle sur les réseaux, mais une empreinte interne. Dans le vestiaire camerounais, ce Tunis 0 n'est pas vécu comme une performance moyenne, il est vécu comme une validation. La validation d'un plan respecté, d'une lecture juste, d'une capacité à gagner sans dépendre de l'émotion, sans dépendre d'un exploit individuel. Et dans un tournoi long, dense, parfois hostile, cette capacité vaut souvent plus qu'un moment de gloire isolé. Parce que la vraie fatigue d'une compétition comme celle-ci n'est pas uniquement physique, elle est mentale. Elle naît de la nécessité permanente de forcer le jeu, de courir après les matchs, de vivre sous tension constante. Contre le Gabon, le Cameroun a fait exactement l'inverse. Il a transféré cette charge mentale à l'adversaire. Il a laissé au Gabon la responsabilité de changer le scénario, de prendre des risques.
Et chaque risque gabonais a été accueilli par un mur parfois souple, parfois dur, mais toujours présent. Il y a dans cette équipe camerounaise une maturité collective qui ne saute pas aux yeux. Elle se lie dans les distances entre les lignes, dans la communication non verbale, dans ses regards échangés après une perte de balle, non pas pour s'accuser, mais pour se replacer. Même quand le Gabon avance de 10 mètres, même quand le ballon entre dans le dernier tiers, il y a toujours ce demi-pas d'avance. Ce joueur en couverture, ce repli qui n'est jamais un recul, mais une réorganisation, ce détail est fondamental. Il montre que la gestion n'est pas passive. Elle est intentionnelle, active. Chaque touche jouée lentement, chaque relance retardée, chaque ballon protégé participe à une stratégie globale, une stratégie de suffocation douce. Ce match dit aussi quelque chose de la perception future du Cameroun dans ce tournoi. Les prochains adversaires ne verront pas seulement le score, ils verront la difficulté gabonaise à exister entre les lignes, ils verront l'incapacité à créer du chaos et ils comprendront que pour battre cette équipe, il ne suffira pas d'intensité ou de courage. Il faudra une idée claire, une idée forte et surtout la capacité à la maintenir pendant 90 minutes sans se fissurer. Il agit également comme un filtre interne. Il révèle les joueurs capables de supporter ce type de rencontre, ceux qui acceptent de toucher moins le ballon, de courir sans briller, de rester concentrés quand le stade se tait. Ces profils-là deviennent précieux au fil des matchs. Ils constituent l'ossature invisible des équipes qui vont loin. La lecture extérieure, elle, restera peut être superficielle. On parlera de manque de spectacle, de victoires courtes, d'occasions manquées de frapper fort. Mais cette lecture confond domination et exhibition. Elle oublie que dans un tournoi à élimination progressive, chaque information donnée à l'adversaire est une faiblesse potentielle. Le Cameroun n'a rien révélé. Il a seulement montré qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est peu être là que se situe le vrai danger. Une équipe qui gagne sans s'exposer, qui impose son rythme sans s'essouffler, conserve toujours une marge cachée, une marge d'intensité, une marge tactique, une marge émotionnelle. On ne la voit pas encore, on la sent seulement comme une menace latente. À la fin, il ne reste que ce silence, celui d'un match qui ne fera pas date dans les compilations, mais qui comptera dans la trajectoire. Le Cameroun quitte le terrain sans célébration excessive, comme si ce résultat allait de soi. Et parfois, cette normalisation de la victoire est le signe le plus inquiétant pour les autres. Parce que lorsque gagner devient une habitude, même sans briller, même sans forcer, le tournoi change de visage. La Coupe d'Afrique est un labyrinthe. Certains y courent, d'autres y avancent en comptant les pas. Contre le Gabon, le Cameroun n'a pas couru, il a mesuré. Et dans un labyrinthe, ceux qui mesurent trouvent souvent la sortie pendant que les autres frappent contre les murs. Rien n'est écrit, rien n'est garanti. Les contextes changeront, les adversaires aussi. Mais ce match restera comme une balise discrète. Le signe d'une équipe qui comprend que le vrai pouvoir dans le football moderne réside parfois moins dans l'explosion que dans la capacité à contrôler le silence. Rappel essentiel M. Le football reste imprévisible. Aucune analyse ne garantit un parcours ou un titre. Respect du jeu, respect des adversaires, respect du fair play, c'est là que tout commence. Si tu veux continuer à lire le football autrement, à décoder ce que le score ne dit pas, pense à t'abonner, à liker et à partager ton ressenti en commentaire. Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin là où les matchs se gagnent avant même que le ballon ne roule vraiment. Il y a pourtant un dernier niveau de lecture encore plus discret que ce match révèle. Un niveau que l'on ne capte qu'en prenant du recul, loin du ballon, loin même des phases de jeu. Celui de la gestion du risque. Dans ce Cameroun-Gabon, le Cameroun ne cherche jamais à maximiser, il cherche à optimiser. Optimiser l'effort, l'attention, la dépense émotionnelle. Chaque décision semble répondre à une question simple. Qu'est-ce que cela me coûte mentalement et qu'est-ce que cela impose à l'adversaire? Et presque toujours, la balance penche du même côté. C'est une erreur fréquente de croire qu'une équipe dominante doit constamment augmenter la pression. En réalité, plus la pression est constante, plus elle devient lisible. Le Cameroun fait l'inverse. Il varie. Il accepte parfois de reculer de quelques mètres pour mieux figer le jeu. Il accepte de laisser croire au Gabon qu'il progresse alors que cette progression n'est jamais dangereuse. C'est un peu comme une équipe qui laisse volontairement l'adversaire monter une attaque sans jamais lui permettre de choisir comment la finir. Autre erreur de lecture courante, penser que le Gabon a manqué d'audace, ce n'est pas tout à fait vrai. Le Gabon a tenté, mais il a tenté dans des zones que le Cameroun acceptait de lui céder. Or, attaquer là où l'adversaire t'autorise à attaquer, c'est pas imposer ton jeu, c'est entrer dans son scénario.
Regarde bien les comportements sans ballon. Chaque appel gabonais est suivi. Pas toujours serré, pas toujours agressif, mais toujours orienté. On ne coupe pas la course, on coupe la solution suivante. Résultat, même quand le Gabon avance, il avance seul. Et un joueur qui avance sans relais finit toujours par forcer. C'est là que la fatigue mentale devient visible. Pas dans les jambes, dans les choix. Quand une équipe commence à centrer sans cible claire, à frapper sans angle, à accélérer seul, ce n'est pas un problème technique. C'est un signal d'usure psychologique. À l'inverse, le Cameroun donne l'impression de jouer un match plus court que les autres, comme si le chronomètre ne défilait pas au même rythme. Cette sensation vient d'une chose simple, le contrôle du tempo émotionnel. On ne joue jamais dans l'urgence, on joue dans la maîtrise. Pour le spectateur, cela peut frustrer. Pour l'analyste, c'est un indicateur majeur. Les équipes qui savent gagner comme ça sont rarement celles qui explosent sous pression plus tard. Parce qu'elles ont déjà appris à survivre sans excitation, sans euphorie, sans panique. Alors oui, ce match ne restera pas dans les mémoires collectives, il n'y aura pas de séquence mythique à ressortir, mais dans la trajectoire d'un tournoi, ce sont souvent ces matchs-là qui servent de socle, ceux qui installent une certitude silencieuse. On peut gagner sans se découvrir, sans s'épuiser, sans trembler. Et quand cette certitude s'installe, elle change tout. Elle change la manière dont les adversaires abordent les matchs suivants, elle change la manière dont les joueurs gèrent les temps faibles. Elle change même la façon dont un groupe vit ensemble la compétition. Le football de tournoi n'est pas une ligne droite. C'est une accumulation de micro-décisions, de matchs imparfaits, de victoires parfois ternes mais structurantes. Contre le Gabon, le Cameroun n'a pas cherché à briller. Il a cherché à installer une norme, celle d'une équipe difficile à déséquilibrer, difficile à presser, difficile à faire douter. Et dans une Coupe d'Afrique, quand le chaos arrive, et il arrive toujours, ce sont souvent ces équipes-là qui restent debout. Si tu veux, au prochain épisode, on pourra décortiquer comment ce type de match prépare concrètement une équipe aux phases à élimination directe ou analyser ce que les futurs adversaires devront absolument casser pour ne pas tomber dans le même piège.